Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les bases du Deep Learning. La dernière fois, on s'était arrêté sur le perceptron. Donc, rapidement, le perceptron, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement, en fait, un vecteur de poids, donc qui contenait un biais, qu'on appelait W0, et ensuite des poids qui allaient être multipliés avec le vecteur d'entrée, qui correspondait à un vecteur de données, WD. Voilà, comme ceci. Donc ce qu'on avait, c'est qu'après, on avait donc notre vecteur x1, x2, etc. jusqu'à xd. Voilà. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait par exemple 1 ici, pour pouvoir faire un produit scalaire facilement entre ces deux vecteurs. Ensuite, on avait donc le produit scalaire de chacune de ces valeurs, de ces deux vecteurs. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait passer cette somme dans une fonction qu'on appelait signe, qui renvoyait tout simplement 1 si c'était un produit scalaire positif, donc c'est-à-dire que cette somme était positive, sinon ça renvoyait -1. Grâce à ça, ça nous permettait de classer soit dans la classe 1, soit dans la classe -1 notre donnée. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre ce concept, on va le reprendre, mais on va un petit peu l'améliorer. Pourquoi? Parce que comme on avait vu, en fait, c'est juste un classifieur binaire déjà, et ensuite, on peut faire que de la classification comme c'est dit binaire, hein, c'est-à-dire soit dans une classe, soit dans l'autre. On ne peut pas faire dans plusieurs classes, et dans plus que 2 classes, je veux dire. Et on ne peut pas faire non plus de la régression. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la régression, c'est tout simplement parce qu'au lieu de prédire dans quelle classe appartient une donnée, on veut prédire une valeur qui est continue, c'est-à-dire une valeur qui est contenue dans un intervalle. Typiquement, imaginons ce vecteur-là représente des données météorologiques et on veut prédire la température à partir de ces données-là. Donc par exemple, admettons, vous avez le taux d'humidité, la pression atmosphérique, etc. Et vous, ce que vous voulez prédire, c'est la température de la journée. C'est une valeur continue, c'est de la régression. Parce que ça peut être 31.1, 32.3, 23.5 degrés, etc. Bon alors, comment on va faire ça? Ce qu'on va faire, c'est que on va représenter nos données d'entrée, donc vous savez, notre vecteur avec ses composantes, ok, x, i1, x, i2, etc. Hop. Bon, c'est pas très visible mes indices, mais vous voyez, c'est les composantes de mon vecteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les représenter par des cercles. Donc, chaque composante est un cercle, ok? Ça, c'est ce qu'on va appeler la couche d'entrée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un perceptron qu'on va noter par un cercle aussi. Et donc, ça, c'est un perceptron, ok? Donc, c'est-à-dire, vous imaginez, vous avez encore votre vecteur avec les poids comme auparavant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la différence ici, c'est que là, on va mettre plusieurs perceptrons. Et ça va être une couche de perceptrons. Et celle-ci en particulier va s'appeler la couche cachée. Et des couches cachées, on peut y en avoir plein, et on verra ça après. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va reprendre le même principe qu'on faisait avant, c'est-à-dire que au lieu d'avoir juste un perceptron, c'est-à-dire on prend nos valeurs de notre vecteur, et on fait le produit scalaire, on va faire un produit scalaire avec chacun de ces perceptrons. Donc, on va faire un produit scalaire comme ceci. Donc, pour indiquer le produit scalaire, on va faire comme ceci. C'est-à-dire que là, on indique que toutes ces valeurs-là vont être envoyées dans ce perceptron-là, où ce perceptron, en fait, il va faire, comme on avait vu avant, un produit scalaire. Donc, il va multiplier la composante xij avec wj. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite ajouter le biais. Voilà. Là, je l'ai séparé. Vous savez, avant, je mettais un 1. Là, je fais un peu différemment. C'est exactement pareil. Ok? C'est-à-dire que je fais mon produit scalaire avec mon vecteur et mon biais est ailleurs. Et ensuite, on va faire le produit scalaire aussi avec ce deuxième perceptron. Alors, évidemment, les poids seront différents. Ok? Ce sera pas les mêmes valeurs de poids. Ça peut l'être, mais ce ne sera pas forcément le cas. Et je vais faire pareil pour le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Je peux avoir autant de perceptrons que je veux ici. Ok? Le nombre de perceptrons n'est pas forcément égal au nombre de données en entrée. Ce n'est pas obligatoire, tout simplement parce qu'en fait ce n'est pas lié, il n'y a pas de contrainte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire une fonction signe. Alors, je pourrais le faire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par d'autres fonctions qu'on appelle des fonctions d'activation, qui vont un peu casser cette linéarité, en fait, qu'il y a ici, vous savez, ce produit scalaire, qui donc nous donne juste un résultat linéaire, parce que les problèmes ne sont pas forcément toujours linéaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce résultat-là, ok, et on va le passer dans une fonction. Donc, des fonctions d'activation, il y en a plein. Le but ici, c'est pas forcément de les connaître. Retenez juste que on va prendre des fonctions, on va prendre une fonction où on va faire passer ce résultat de chaque perceptron dans cette fonction. Ok? Donc par exemple, une fonction d'activation, c'est la fonction sigmoïde.
ok, qu'on appelle des fois comme ceci. Donc ça veut dire que dans cette fonction, sa valeur qu'on va passer, c'est ce résultat ici, qui est un scalaire, hein, basiquement, ok. On peut l'appeler, je sais pas, ce résultat, on va par exemple l'appeler y, ok. Donc on va passer y là-dedans, d'accord. Et on va appliquer cette fonction d'activation sur chacun de nos perceptrons, d'accord. Donc vous imaginez une fonction sigmoïde ici, ou une autre fonction d'activation. En général, on garde la même fonction d'activation pour toute la couche, hop, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir par exemple une autre couche de perceptrons qui à nouveau n'a pas forcément le même nombre de perceptrons. Donc là j'en avais mis 5. Allez, disons je vais en mettre 4 ici pour vous donner l'exemple que voilà, c'est pas pareil, c'est pas forcément obligé qu'il y ait le même nombre. Et ce que je vais faire, c'est que chaque résultat de ici, où en fait chaque perceptron, son résultat est passé dans une fonction d'activation, eh bien je vais l'envoyer à nouveau dans un perceptron ici. Bon, ça commence à devenir un peu le bordel, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que chaque résultat ici, qui est donné par la fonction d'activation, sera envoyé dans chaque perceptron, qui ont à nouveau leur propre poids respectif, avec leur biais, etc. Donc évidemment, le nombre de poids ici, ou la taille du vecteur, dépend en fait de la taille de la couche précédente. Ok, ici, j'ai 5 perceptrons, donc ça veut dire que je vais avoir 5 poids plus le biais. Ici, j'avais 4 poids, ou alors disons il y en a D, j'ai pas tout affiché, ok, et bien donc le nombre de poids dans chaque vecteur sera de D, et j'aurai en plus le biais à chaque fois. Et ensuite, ce que je vais avoir ma couche de sortie qui va être à nouveau des perceptrons. Donc évidemment là aussi je vais avoir le produit scalaire et une fonction d'activation qui sera passée ici. Ok, chaque résultat de chaque perceptron, donc le résultat de l'opération faite par le perceptron, donc le produit scalaire, hein, basiquement, ce sera passé dans une fonction d'activation à chaque fois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ici mes neurones de sortie, donc par exemple je vais en avoir 3, et pareil je vais faire à nouveau ce que je vous ai dit, je vais prendre chaque valeur de cette couche, et je vais l'envoyer dans chaque perceptron, qui ont à nouveau eux aussi leur propre poids, et ils auront aussi une fonction d'activation. La fonction d'activation qui est ici, dans cette dernière couche, n'est pas forcément la même que dans cette couche ici, ok. Ça peut varier évidemment. Et donc la fonction d'activation, je vous rappelle, c'est pour enlever cette linéarité qui est présente. Et le nombre de perceptrons ici, il a un peu plus un sens, enfin ce que je veux dire par il a un peu plus un sens, c'est qu'en fait, il faut le déterminer, c'est-à-dire que en fait ça va dépendre de notre problème. En fait, typiquement, si vous avez 3 classes, donc vous avez des données et vous voulez les prédire dans une des 3 classes, eh bien vous aurez besoin de 3 perceptrons. Pourquoi ? Parce que chaque perceptron va vous aider va vous donner un résultat pour une classe donnée. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, chaque perceptron ici va représenter la probabilité que votre donnée appartienne à une classe. Par exemple. Hein. Donc ça veut dire en fait que, je sais pas, lui va vous donner par exemple 50, lui va vous donner 25, et lui va vous donner 25. Et donc, ça veut dire que la classe la plus probable, c'est la première classe, parce que c'est le premier perceptron qui a donné la plus grosse probabilité. Si vous faites de la régression, où vous avez juste une valeur à prédire, donc vous savez par exemple prédire la température à partir de données météorologiques, eh bien vous n'aurez que un perceptron à donner en sortie, qui sera celui-là. Et la fonction d'activation va varier. Par exemple, la fonction d'activation, il n'y en aura pas. Parce qu'en fait, les données qui vont sortir, on n'a pas besoin de les retraiter. Pourquoi ? Parce que c'est déjà ce qu'il nous faut. Si c'est une probabilité, par contre, il faudra donner une fonction d'activation qui nous permet de représenter en fait les valeurs ici, enfin les valeurs qui sont données par chaque perceptron, il faudra les convertir en quelque sorte par une probabilité, et c'est notamment à ça que peut servir par exemple une fonction d'activation. Voilà. Donc en fait, le nombre de perceptrons ici a une très grande importance, ce qui dépend en fait du problème. Si c'est de la classification, il faut que le nombre de couches, enfin le nombre de perceptrons de la couche de sortie soit égal au nombre de classes, puisque chaque perceptron donne une indication sur une classe. Si c'est de la régression et qu'il n'y a qu'une seule valeur à prédire avec de la régression, il n'y a besoin que d'un seul perceptron. Si on fait de la régression et qu'il y a besoin de plusieurs valeurs de sortie, alors si on a besoin de 4 valeurs prédites, on va mettre 4 perceptrons. Ensuite, ici j'ai mis 2 couches cachées de perceptrons, je peux en mettre autant que je veux, avec des tailles différentes. Quel est l'intérêt d'en mettre beaucoup ? Tout simplement parce que ça permet d'apprendre des patterns qui seraient beaucoup plus complexes à détecter. Il y a détecté en fait des trucs qui seraient un peu cachés, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des corrélations, des patterns qui sont très peu visibles, et donc faire un réseau de neurones profond aiderait là-dessus. Évidemment, ce n'est pas forcément nécessaire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut amener en fait à un réseau de neurones qui n'arrive pas à bien apprendre parce qu'il y a trop de paramètres. Donc ça, c'est à faire varier, c'est-à-dire que le nombre de perceptrons par couche et le nombre de couches de perceptrons sont des hyperparamètres en fait qui influencent l'apprentissage de votre réseau de neurones, et c'est quelque chose qu'il faut faire varier d'un entraînement à l'autre. Et c'est uniquement en fait en faisant un travail empirique en fait que vous saurez combien vous avez besoin de perceptrons et de nombre de couches pour avoir le résultat que vous voulez. Ensuite, maintenant, comment on entraîne ceci? Donc ceci, ça s'appelle un fully connected layer. Pourquoi fully connected? Donc entièrement connecté. Enfin un fully connected neural network, pardon. Et un fully connected layer, c'est une couche ici. Donc layer, c'est une couche. Et un fully connected neural network ou un multilayer perceptions, multilayer perception, pas perceptions de mémoire, ou un perceptron multicouche, c'est ceci. Alors pourquoi perceptron multicouche? Je pense que vous voyez, c'est parce qu'en fait on a plusieurs couches de perceptrons. Ok, donc une couche de perceptron, comment ça se remarque? Donc bon, avec le schéma comme ceci, mais dans la pratique, c'est tout simplement en fait un groupe de perceptrons qui va recevoir le même type de données, ou le même groupe de données plutôt, je préfère dire. Et ça s'appelle perceptron multicouche, du coup vous le voyez, je pense que c'est parce qu'en fait on a plusieurs couches en fait de perceptrons, et on appelle ça aussi entièrement connecté ou fully connected, simplement parce que chaque perceptron, qu'on appelle aussi un neurone, d'où le nom réseau de neurones, reçoit en fait toutes les valeurs de la couche précédente. Vous voyez pourquoi on dit entièrement connecté? C'est parce qu'il reçoit tout de la couche précédente.